Est-ce que le film Massacre au camp d'été possède une des fins les plus perturbantes du cinéma? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Dans tout type de récit, la fin est un des éléments les plus importants. Bien souvent, et notamment dans le domaine horrifique, on utilise la notion de twist pour donner un dernier frisson au spectateur. Parmi les plus connus, on peut notamment citer Usual Suspect, Sixième Sens, Psychose, Saw, Oldboy, Identity ou encore Esther, entre autres. Dans ces exemples, la fin nous met une bonne claque dans la tronche. Retournons maintenant en 1983. C'est l'année de War Games, Scarface, Christine, Flashdance et du Retour du Jedi. Au milieu de ces productions débarque un film d'horreur reprenant le thème des camps de vacances mortels, Massacre au camp d'été, ou Sleepaway Camp dans la langue de Shakespeare. Il rapporte tout de même un bon paquet au box-office, 11 millions de dollars pour 350 000 de budget, donnant bien entendu l'ouverture à 4 suites dont on ne va pas parler ici. Mais les critiques sont mitigées. Le film a été qualifié de mauvais goût, sale, insensé, avec des acteurs à la ramasse et une histoire peu convaincante. Il est également souvent comparé à Vendredi 13 au vu de son cadre estival et faut avouer qu'il se fait facilement démonter. Pourtant, beaucoup s'accordent à dire que ce film possède une des fins à twist les plus terrifiantes du cinéma. Pourquoi est-ce aussi perturbant? Cela en fait-il un bon film pour autant? Est-ce que les fins de métrage mériteraient plus d'attention? Avant de voir tout cela ensemble, ce film, de quoi ça cause? Après un terrible drame familial, Angela vit avec sa tante Martha et son cousin Ricky. Un été, les deux enfants partent pour se rendre au camp Arawak, leur proposant tout un lot d'activités. Tir à l'arc, baignade, volley et cours de macramé. Pour le dernier, je suis pas sûr, mais tout le monde faisait ça dans les camps de vacances. Angela, timide, renfermée et mutique, se fait railler par la plupart des autres campeurs. Son cousin la défend, Paul s'intéresse à elle, et un mystérieux tueur décide de venir faire un peu de ménage. Bon, avant de commencer, pour l'anecdote permettant de se la péter en société, le mot Arawak désigne une langue amérindienne et peut définir également plusieurs groupes ethniques de cette région. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Le film démarre avec un drame familial impliquant un père, ses deux enfants et un bateau à moteur. Puis on bondit 8 ans plus tard où Angela, ayant survécu à la collision avec le navire lancé à pleine vitesse, s'en va au camp Arawak avec son cousin Ricky. La mère de celui-ci, Martha, n'a pas l'air d'avoir tous les réverbères allumés dans la rue. Oui, bien sûr, je sais, chérie. On ne veut pas que le bus démarre sans nous, ce serait trop bête. Non, j'ai l'impression que ce serait mal vu. Les deux bambins s'en vont donc au camp et on remarque tout de suite que c'est le bordel. Les adolescents sont tous chauds comme des fours à croque-monsieur. Faudra que tu gardes un œil sur Judy, hein. Mon vieux. Oh oui? Je te le dis. La structure du camp semble complètement déglinguée et le choix du personnel est douteux. Pour preuve, le cuistot qui a des remarques très dérangeantes sur les jeunes campeuses. Tu saurais qu'elles sont jamais trop jeunes. Alors moi, perso, cette scène m'a choqué. On découvre ensuite les personnages. Ricky, le cousin sympa, Paul, son meilleur ami depuis 3 ans, Judy, la garce de service, Mel, le directeur du camp préoccupé par son image, Ronnie, le responsable des moniteurs en tenue moulante, et bien entendu Angela, campée, sans jeu de mots, par la jeune Felissa Rose, introvertie et n'étant pas des plus balèzes en termes de communication. C'est vrai que comme ça, elle a l'air assez chelou. L'intrigue se met en place. Angela, brimée par ses camarades, se fait défendre par son cousin et également par Paul, qui lui trouve un certain charme. Puis, les hostilités démarrent avec un accident impliquant une casserole d'eau bouillante, une chaise vacillante et un cuistot dérangé. Et pour le coup, on se dit que c'est bien fait pour sa gueule. C'est alors que les meurtres s'enchaînent et se font de manière diverses et variées. Noyades, coups de poignard ou utilisation d'abeilles. On ne connaît pas l'identité du tueur, la cadence des meurtres s'accélère, puis on en arrive à la fin. Mais avant de parler de celle-ci, on va revenir un peu sur le film. Alors c'est vrai que les dialogues sont écrits de manière étrange. Toutes ses fibres nerveuses sont en feu. Quel est le diagnostic, docteur? Eh bien, il est gravement brûlé sur tout le corps. Le pire, c'est le visage. Oui, mais ses yeux.
qu'on sent bien qu'on est dans les années 80 au vu du langage. Espèce d'enfoiré, vous allez me payer ça! Enculé de merde! Descendez de la bande de poule mouillée! Fumier! Que certains personnages surjouent à fond. T'as de jolis yeux, tu sais. Et que certaines scènes sont assez longuettes. Si on met tout ça de côté, on se retrouve tout de même dans un slasher pur cru se déroulant dans un camp de vacances. Et ça c'est bien. Perso, je n'ai pas eu de mal à suivre le film, ni même à m'y plonger. Cela surtout grâce au contexte peu conventionnel où l'on se retrouve face à des ados en plein pétage de câble hormonal, et au personnage d'Angela qui saisit littéralement l'écran. T'as quelqu'un qui reste totalement mutique, qui fixe la caméra, ça attire l'œil, y a rien à faire. C'est terrible, c'est terrible. J'ai encore du temps? Ouais. Et maintenant, je vais parler de la fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez conserver une surprise totale, ce que je vous conseille, rendez-vous à ce timecode. Alors qu'un véritable massacre vient de s'opérer au milieu de la nuit, deux personnages, Ronnie, le responsable des moniteurs, et Suzy, une monitrice, retrouvent Angela sur la plage. Celle-ci est en train de caresser les cheveux de son amoureux Paul tout en fredonnant une chanson. Les moniteurs s'approchent d'elle, elle se lève brutalement et les fixe en émettant un espèce de cri étrange. On constate que de Paul ne reste que la tête, et on voit frontalement qu'Angela n'est pas une fille. Le film se termine sur une musique tonitruante, le visage d'Angela figé, continuant son cri de manière bestiale. Avant ce choc visuel, un flashback nous apprend que lors du drame en début de métrage, c'est la fillette qui est décédée, l'enfant survivant étant Peter. Ce dernier est adopté par sa tante Martha qui, ayant déjà un garçon, préférait avoir une fille comme second enfant. Ce qui prouve qu'elle n'avait effectivement pas toutes les cases sur l'échiquier. Elle force alors Peter à endosser la personnalité d'Angela. Et je précise bien ici qu'il s'agit de contraintes et non de choix. On peut alors penser que suite au choc violent à la tête lors de l'incident, la perte de sa famille, l'instabilité mentale de sa tante et les années de contrôle et de forcing pour devenir une fille, Peter a complètement pété une case quand on a commencé de se moquer de lui, respectivement d'Angela. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais critiqueur, ce genre de twist final, c'est du déjà vu, il y a rien de véritablement choquant. Cherches-tu vraiment à nous faire croire que cette fin est traumatisante? J'y viens. Tout d'abord, si on ne fait pas attention aux indices parsemés dans le métrage, on tombe de haut quand on apprend qu'Angela est en fait un garçon. On apprend également dans l'eau, bien entendu, que c'est elle qui a commis tous ces meurtres dans le camp. Et là, en termes de twist, ça fait déjà pas mal. Mais cette fin est terrifiante non pas seulement dans son déroulement, mais également dans sa forme pour mettre cela en scène. Il y a plusieurs points à souligner. Premièrement, les personnes qui retrouvent Angela sont Ronnie et Suzy, des moniteurs qui lui sont venus en aide et qui cherchaient à ce qu'elle se sente bien au camp. Donc des personnes qui apprécient Angela. Nous, spectateurs, n'ayant pas d'animosité envers eux, cela apporte une cassure beaucoup plus nette à la révélation finale. Ensuite, il y a le contexte. La plage de nuit, l'ambiance déjà tendue avec le massacre qui s'est déroulé, la petite chanson fredonnée par Angela tout en caressant la tête de son défunt petit ami. Il y a une sorte de plongée dans le glauque absolu. Et tout cela est enrobé dans une imagerie et une sonorité toutes deux dérangeantes. La musique, le cri inhumain d'Angela et bien entendu le fait de nous la présenter frontalement entièrement nue. Tous ces éléments font que la fin est non seulement inattendue, mais également beaucoup plus violente en termes de déroulement et de visuel que tout le reste du métrage, plutôt calme et posé, même dans les scènes de meurtre. Vous voulez un petit plus ? Le flashback nous montrant ce qu'il s'est réellement passé après les événements au début du film nous est présenté ici avant qu'Angela ne révèle sa véritable identité. Dans la plupart des films à twist, on nous balance la révélation et on nous montre après les flashbacks explicatifs. Ici, on nous explique tout avant le dernier visuel. Le spectateur sait désormais tout et ne peut que rester stoïque devant la terrifiante vérité qui s'allonge jusqu'au générique final. Aucune échappatoire, une fois que tout est révélé, il nous faut l'accepter. Donc, pour répondre à la question, oui, la fin de Massacre au camp d'été est l'une des plus perturbantes du cinéma. Grâce à un procédé en plusieurs étapes tout en instaurant une ambiance tranchant violemment avec le reste du film, on se retrouve devant le fait accompli, une jeune personne brisée qui se met littéralement à nu et dont on ne peut ignorer la souffrance. Comme je l'ai dit précédemment, dans toutes sortes de récits, la fin est capitale. C'est elle qui détermine la clôture de l'histoire, que ce soit par un happy end coloré,
par une dernière image évocatrice, par une situation désespérée, ou encore en laissant une interprétation totalement ouverte ou sujette à recherche. Les films à twist permettent de voir l'histoire sous un nouvel angle, de se laisser surprendre par ce qui était pourtant sous nos yeux depuis le départ, et de reconsidérer des éléments du film différemment. Majoritairement, les twists apportent ce frisson final qui nous dérange et nous fascine à la fois. Et là pour le coup, Massacre au camp d'été n'étant pas impérissable de par son déroulement, il restera sans doute dans vos mémoires pour ces quelques secondes de terreur finale. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Connaissiez-vous celui-ci? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Et quel est votre twist final préféré au cinéma? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je compte également sur vous pour me laisser un bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir et ça aide grandement la chaîne. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on évite de passer son été dans des camps de vacances où le meurtre en série est une des activités proposées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage.